Jean Messia, bonjour. Bonjour. Alors l'Arcom veut que vous soyez plus de la bande. Qui ne vous connaît pas, Jean Messia, vous êtes le punchliner des droitards, l'un des meilleurs bretteurs du PAF probablement, au point que certains vous ont baptisé le roi du silence. Pour votre capacité à infliger des PLS de légende sur les plateaux. Votre verbe humoristique est un peu à l'islamo-gauchisme, parce que la gousse d'ail ou le crucifix sont aux vampires. Mais on le sait moins, vous êtes aussi un homme sérieux par ailleurs, un haut fonctionnaire énarque, auteur d'une thèse consacrée à la zone euro. Et je disais, vous attaquez l'Arcom. Alors l'Arcom, c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, c'est ce qui a pris la suite du CSA. Et cette autorité est chargée de faire respecter un cahier des charges législatif, réglementaire, dont l'essentiel consiste à veiller au respect des temps de parole, du pluralisme, de la représentation des différentes formations et sensibilités politiques. Et pour éviter d'être jugé parti et par souci de transparence avec nos auditeurs, je dois commencer par reconnaître avoir été l'une des personnalités citées par l'Arcom, il y en avait 13 au total, comme étant une personnalité politique, et donc avoir mon temps d'antenne décompté. J'ai trouvé ce classement très abusif, puisque j'ai pas fait de politique depuis 22 ans. J'avais été soutenu la candidature de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Et je dois la vérité de reconnaître aussi qu'après avoir apporté des éléments de preuve à l'Arcom, j'ai donc été retranché de ce classement. Mais tel n'a pas été votre cas, cher Jean Messia, et c'est pour ça que vous déposez aujourd'hui une plainte devant l'Arcom. Alors expliquez-nous votre démarche. Tout d'abord, bonjour Guillaume, bonjour à nos auditeurs, tous mes vœux pour une bonne année. Donc ça fait déjà 2 secondes qui sont décomptées de l'Arcom, puisque je m'exprime, paraît-il, en tant que personnalité politique. Donc à vos chronomètres, voilà, 3 secondes. C'est très simple. Moi, j'ai cessé toute activité politique au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Je n'ai plus aucun engagement politique dans aucun parti politique, je n'ai pas de mandat électif et je ne suis candidat à rien. J'avais informé en ce sens l'Arcom en avril 2022, ça avait fait même l'objet d'une dépêche de l'AFP, donc tout ça était au vu et au su de tous, et pour ainsi dire, rien n'a changé depuis. Et je découvre un beau matin, comme vous, que l'Arcom, à la suite d'une sombre réunion dans un sombre bureau, d'une sombre tour, un sombre lundi matin, décrète comme ça, sans aucun élément factuel, sans aucun fondement, qui doit être classé personnalité politique et qui ne doit pas l'être. Donc en l'occurrence, j'ai évidemment contesté cette décision parce que je ne suis plus une personnalité politique. Alors, je suis une personnalité médiatique, je suis une personnalité publique. Certes, mais vous contestez faire de la politique autrement. Mais attendez, Guillaume, juste un instant. Moi, je n'éprouve aucune honte à avoir été personnalité politique. La question n'est pas là. Je ne veux pas me défendre de quelque chose... Vous l'avez été, vous ne l'êtes plus, ça c'est clair. Je ne vais pas me défendre de quelque chose que je considère comme sale ou répugnant, pas du tout. Mais question, est-ce que l'Arcom n'est chargé que de décompter en temps de campagne électorale le temps de parole des candidats? Non, l'Arcom c'est aussi hors temps de campagne d'une part, et c'est aussi hors, disons, appartenance à un parti. C'est aussi le fait d'avoir leur cahier des charges, c'est de maintenir l'équilibre et le pluralisme dans les médias. Mais dans ce cas-là, Roselyne Bachelot est décomptée sur le temps des LR ? Est-ce que Patrick Cohen, quand il minimise toutes les questions liées à la violence de certaines immigrations, est-ce qu'il ne fait pas de la politique que dans le camp de la gauche et d'extrême gauche? Est-ce qu'il est décompté? Alors ça, cet argument est tout à fait entendable, parce que tout le monde finalement fait de la politique. Exactement. Et d'ailleurs les chroniqueurs politiques font de la politique. France Info, excusez-moi, ils sont pas connus pour des chaînes de droite. Là, vous avez raison. Mais lorsque vous, par exemple, vous lancez une cagnotte pour soutenir un policier, que ça oblige le président de la République, d'une certaine façon, à réagir, à sortir de son silence, parce que m'est avis, et je pense que vous êtes de cet avis aussi, qu'il n'avait pas initialement nécessairement l'intention de s'adresser aux policiers. Il s'est adressé aux policiers. Donc là, finalement, votre parole a un effet politique. Est-ce que c'est pas ça la différence? Parce que Roselyne Bachelot, elle dit des tas de trucs, mais est-ce que ça a un effet politique? C'est pas sûr. En fait, ce qui m'est reproché, d'abord, lancer une cagnotte ne fait pas de vous une personnalité politique en soi. Sinon, les dizaines de milliers de cagnottes qui sont ouvertes par des dizaines de milliers de personnes sur les différentes plateformes devraient être considérées comme des personnalités politiques. D'ailleurs, on appelle ça des cagnottes solidaires. L'objet de la cagnotte n'est pas d'envoyer un message au président de la République à la base. L'objet de la cagnotte, c'était d'aider une famille en détresse d'un policier pris dans la tourmente. C'était ça l'objet de la cagnotte. Et elle a récolté combien? Elle a récolté 1 636 000 euros. Mais encore une fois... Bravo, mais pourquoi il y a eu ce succès à votre avis? Justement, ce sont les Français qui ont transformé ça. C'est le succès, les dizaines de milliers, les centaines de milliers de Français qui ont soutenu directement et indirectement cette cagnotte, qui lui ont donné une signification politique. Si la cagnotte avait plafonné... Mais vous reconnaissez qu'il y a eu un effet politique. Mais si la cagnotte avait plafonné à 2 ou 3 000 euros, Guillaume Bigot, vous croyez que ça aurait eu un effet politique? Qui en aurait parlé? Personne. Alors après, on me reproche la manifestation que j'ai organisée pour soutenir nos forces de l'ordre
alors que 75% des Français soutiennent nos forces de l'ordre et qu'elles sont prises à partie par un certain nombre de médias et par un certain nombre de partis politiques. Moi je suis ni votre avocat ni votre procureur. Mais moi je suis mon propre avocat, donc permettez-moi de vous répondre. Évidemment, heureusement. Mais simplement, est-ce que vous entendez l'argument consistant à dire oui, vous n'êtes pas dans un parti politique, oui, vous ne roulez pas pour un candidat, oui, vous n'êtes pas candidat à une élection, mais lorsque vous faites cette cagnotte, lorsque vous appelez une manifestation, et lorsqu'encore plus récemment, on va peut-être entendre, vous appelez finalement les Français, tous les Français, à soutenir, et c'est votre droit d'ailleurs, une action pour exercer une pression sur le pouvoir exécutif, voire sur les assemblées, pour forcer finalement à organiser un référendum sur l'immigration, c'est quand même une parole, on va dire, comme diraient les sociologues, performative. C'est une parole qui vise à se transformer en acte. Le seul souci, si vous voulez, c'est que pour moi, et pour la plupart des Français, ce sont des actions citoyennes. Comprenez qu'on ne peut pas, à longueur de journée, regretter que les citoyens ne participent pas à la vie de la cité, ne veulent pas donner leur avis sur la vie de la cité. Quand ils demandent leur avis, on leur refuse. On ne peut pas, à longueur de journée, pousser des cris d'orfraie en disant il y a une dépolitisation de la vie politique manifestée par l'abstentionnisme massif aux élections. Et lorsque un citoyen qui ne représente que lui-même finalement, puisque c'est mon cas, ce sont des actions citoyennes, ce ne sont pas des actions politiques. Je suis un citoyen engagé, mais pas engagé au profit de tel ou tel candidat, pas engagé au profit de tel ou tel parti politique. Je suis engagé pour mes convictions, les idées que je défends. Appeler à un référendum sur l'immigration, je ne dis même pas dans quel sens il faut voter. Je dis juste que le peuple doit pouvoir s'exprimer sur cette question. Alors là, vous poussez peut-être le bouchon un peu loin, parce qu'on connaît votre engagement. Vous avez quand même été directeur de campagne, si ma mémoire est bonne, de Marine Le Pen. Vous avez aussi participé à la campagne d'Éric Zemmour. Et tout le monde connaît votre talent d'ailleurs. Mais là, vous n'êtes plus effectivement dans une formation politique qui concourt aux élections, c'est bien entendu, mais d'un autre côté, quand vous dites appeler un référendum c'est pour stopper l'immigration, vous donnez quand même votre avis. Je dis que le peuple, moi je suis pas comptable si vous voulez, je suis pas devin ou prophète pour savoir dans quel sens le peuple va se prononcer, pas plus que je n'étais devin ou prophète quand j'ai lancé la cagnotte, qui était exclusivement pour des affaires familiales, pour le soutien d'une famille, le soutien à la police et à la gendarmerie. Excusez-moi, quand vous pensez que le même système duquel l'Arcom procède ne fait rien contre des juges qui vont manifester contre la police, qui s'en prennent à la police dans les manifestations, et qu'on considère que c'est une action normale, et aucune autorité, ni de contrôle, ni administratif, ni judiciaire, ne trouve rien à redire à ce scandale. Alors on sent quand même, si vous voulez, qu'il y a d'un côté un acharnement dont je fais l'objet, pour me couper le sifflet, pour me couper la parole, parce qu'ils n'ont pas avalé... Oui, mais vous-même, vous êtes haut fonctionnaire, on ne peut pas dire qu'on vous ait coupé le sifflet. Là, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant ? Alors, ça, c'est un autre point important. Quand on me décompte du temps de parole en me décomptant sur un courant d'hiver droite, fantomatique. C'est quoi le courant d'hiver droite ? Est-ce que quelqu'un peut me donner... Est-ce que vous vous définissez comme centriste ou de gauche ? Je ne suis ni de gauche ni de droite, moi. Il y a certaines choses, je suis de droite, effectivement, sur l'identité, la sécurité, l'immigration. Je suis de droite, et bien à droite, mais je ne suis pas à droite, par exemple, pour les problématiques économiques. Je suis plutôt un souverainiste dans ce cas-là. Je suis pour l'État-providence, je suis pour un jacobinisme d'État ou un colbertisme, ce qui n'est pas exactement le cas d'une certaine droite libérale. On trouve plutôt ça à gauche. Donc, vous savez, qui peut, dans ce pays, classer de manière péremptoire des gens qui ont décidé de ne pas l'être eux-mêmes. Vous aimeriez, vous, que je vous classe à gauche ? Non, mais de toute façon, il y a la question du classement a priori, mais il y a aussi la question de l'effet que ça a sur vous. Ce que vous dites finalement, c'est que, vous êtes victime d'une discrimination. On cherche à museler, oui. Et on cherche à vous couper le micro. Mais vous êtes à ce micro, aucun média ne vous est a priori fermé, donc... Est-ce que finalement l'Arcom ne fait pas son travail à chercher à une représentation des sensibilités politiques, non, plus que à vous censurer? Est-ce que c'est une censure? Parce que le problème, ils vous disent pas ne parlez plus, ils vous disent si vous parlez dans un média, on doit décompter. C'est pas la même chose. C'est là toute la sournoiserie et la fourberie du système, c'est-à-dire qu'en me classant dans un fantomatique courant d'hiver droite, qui lui-même a un temps de parole réduit à la portion congrue sur les médias, parce qu'on n'est pas en train de parler du RN. On n'est pas en train de parler de Renaissance, on n'est pas en train de parler des Républicains ou de la NUPES. On est en train de parler d'une rubrique fourre-tout qui s'appelle d'hiver droite, qui a un temps de parole extrêmement limité. Or, les chaînes de télé et les médias
pour représenter ce courant, ils vont appeler à des gens qui le représentent vraiment, qui sont soit élus d'hiver droite, soit dans des partis d'hiver droite, soit qui sont candidats d'hiver droite, ce qui n'est pas mon cas. Donc déjà, le temps imparti est réduit. On va inviter des gens qui le représentent vraiment. Donc ça veut dire que la conséquence, c'est que je ne serai plus invité, ou très très peu. Donc, par rapport à mes activités antérieures, d'autant plus que, si vous voulez, c'est une Alors, activité... pour que nos auditeurs comprennent bien, vous serez très peu invité. Pourquoi? Parce que le respect du cahier des charges par les différents médias qui peuvent vous accueillir fait qu'ils auront déjà trop de gens classés d'hiver droite, c'est ça que vous nous dites? Exactement, et surtout que moi, je ne représente pas d'hiver droite, donc à quel titre les chaînes vous m'invitez? Parce que ce que considère l'Arcom, les chaînes ne le considèrent pas. Est-ce qu'une chaîne comme CNews ou comme BFM ou comme vous-même ici, est-ce que vous me considérez comme d'hiver droite? Qu'est-ce que je représente pour que vous m'invitiez en d'hiver droite? Non, voilà. Moi, je pense que le point de fragilité, sincèrement, entre nous de l'Arcom, c'est la question du classement a priori. Encore que vous ayez eu, vous, des engagements politiques assez clairs. Mais passons. Mais je suis pas le seul, Guillaume Bigot. Non, mais là où je pense ils marquent des points, d'une certaine façon, c'est que on comprend bien que... Enfin, la qualification d'ailleurs de chroniqueur, tout le monde sait bien que tous les chroniqueurs de France et de Navarre ont des opinions. D'ailleurs, ils s'en cachent pas nécessairement. D'ailleurs, pour faire un plateau télévision, un plateau de radio, on prend un chroniqueur qui pense plutôt X, un chroniqueur qui pense plutôt Y, etc. Et ça crée un débat. Donc, ne soyons pas naïfs à cet égard. Mais là, est-ce que vous n'êtes pas devenu un acteur? C'est-à-dire, quand à un moment vous lancez, je reviens sur cette histoire de pétition. On entend même, moi j'ai entendu quelque chose comme allez, les Français, suivez-moi. Donc attendez, en 2027, vous allez faire quoi d'ailleurs? De quoi aurait l'air le débat démocratique si aujourd'hui, là, à votre micro, j'annonce que je retire mon initiative pour l'organisation d'un référendum sous la pression de l'Arcom? Est-ce que la démocratie française s'en trouverait grandie? Non, mais je pense que c'est deux questions. Je pense que votre liberté de citoyen serait atteinte. C'est votre droit de faire ça, il me semble. Voilà. Non, puisqu'on considère que nous sommes en République. Non, pas du tout. C'est plus une démarche politique, alors. Non, ça veut. Alors, ça peut pas être une démarche politique quand je la fais, et si je la retire, ça redevient une atteinte à ma démarche de citoyen. Faut être vous avez quand même, les citoyens ont quand même le droit de s'engager. Apparemment non. En politique. Puisque quand vous, oui, mais pas en politique. Moi, je m'engage pas en politique. Un citoyen peut s'engager aussi en tant que citoyen. La notion de citoyenneté, c'est quoi? C'est pas à vous que je vais expliquer ça. Vous avez longuement travaillé sur ces questions. La notion de citoyenneté, c'est que c'est le zoon politikon mis dans une forme institutionnalisée. On est tous des hommes politiques, finalement, si on élargit la notion. Si vous prenez la parole pour donner votre avis à un bar tabac, dans ce cas-là, vous êtes un homme politique aussi. Il faut arrêter. Oui, mais on a une liberté démocratique. Vous savez bien que la parole et l'action... On parle d'ailleurs avec l'affaire Depardieu par exemple, dans plein de domaines, la parole et l'action, il y a quand même une catégorie, des catégories qui sont distinctes d'une part. D'autre part, la question de la politique active, c'est la question de la conquête du pouvoir ou la question d'avoir un effet sur le pouvoir. Donc quand des journalistes appellent et relaient les appels à manifestation contre les violences policières ou contre la réforme des retraites, ils sont dans l'action là et qu'ils y participent eux-mêmes. Ils sont dans l'action ou pas? Je pense qu'ils sont tout à fait dans l'action. Ils ont été sanctionnés par l'Arcom, ils ont été décomptés de temps de parole par l'Arcom ou pas? Non, ça c'est à gauche, avec l'extrême gauche, donc c'est crème. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est que... Votre argument s'entend. À partir du moment où des gens qui sont des chroniqueurs ou des commentateurs portent une parole qui débouche sur des actes, comme appeler à une manifestation, moi je pense qu'en effet, combien de journalistes du service public ont appelé à manifester contre la réforme des retraites? Combien de journalistes et de chroniqueurs du service public de l'audiovisuel ont appelé à manifester contre les violences policières, contre le racisme systémique? Combien de ces journalistes ont été à la fête de l'UMA, où ils ont été vus, filmés, où ils ont parfois pris la parole? Est-ce qu'ils ont été décomptés du temps de parole par l'Arcom? Non, parce que l'Arcom n'est plus, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, une institution neutre et impartiale. C'est devenu une institution qui vise à protéger le système gaucho-progressiste contre les attaques, et notamment contre les attaques qui jugent le plus crédibles. Alors dans mon malheur, je tenais à remercier les milliers de personnes qui ont participé à la cagnotte que j'ai lancée pour pouvoir financer la multiplicité des procès auxquels on m'oblige dans un contexte où je n'ai pas de revenus. Parce que vous savez, l'activité médiatique que j'ai eue, c'était une activité professionnelle. C'est-à-dire depuis 2 ans, j'en vis. Vous êtes haut fonctionnaire, je peux même aussi retourner dans votre corps d'origine. Non, parce que figurez-vous que l'été dernier, j'ai demandé à être réintégré et on n'a pas voulu me réintégrer parce qu'il n'y avait pas de place. Donc vous voyez bien que le système me tombe dessus de partout, me bouche toutes les portes pour me faire périr médiatiquement, mais pas seulement.
professionnellement et financièrement également. Les Français ont répondu à mon appel. Donc j'ai organisé une cagnotte pour soutenir mes procès. Ils ont été très nombreux. Je voulais les remercier aujourd'hui. Je voudrais aussi leur enjoindre à continuer à participer à cette cagnotte de la résistance afin que je puisse me battre pour non seulement la restauration de mon droit à la parole, mais ma parole, pourquoi elle porte? Parce qu'au fond, des millions et des dizaines de millions de Français s'y reconnaissent. C'est pour ça. Et c'est peut-être ça la différence entre un chroniqueur qui porte juste sa propre parole et sa propre subjectivité, y compris ses choix idéologiques, et la parole de quelqu'un qui vise à entraîner des millions de personnes. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que dit le chroniqueur? Quand vous avez un chroniqueur qui parle dans le sens de la réalité que vivent les Français, ça devient un chroniqueur à succès. Voilà, il y en a eu dans l'histoire. Et il n'y a pas que Éric Zemmour, contrairement à l'exemple qu'on me cite souvent. Il y a eu lui, bien sûr, mais il y en a eu d'autres. À partir du moment où vous êtes par exemple Jean-Michel Apathy, où vous êtes Patrick Cohen, où vous décrivez des réalités qui sont totalement étrangères à la réalité incandescente que vivent les Français, bah effectivement, vous êtes pas. Alors si, vous êtes à succès, mais en négatif. C'est-à-dire vous êtes détesté. Donc à un moment, si vous voulez, les signaux que les Français envoient en termes de popularité des chroniqueurs doivent être aussi interprétés par les dits chroniqueurs qui doivent se remettre en question. Popularité des chroniqueurs, c'est pas la même chose que popularité des actions lancées par les chroniqueurs. Mais les actions, encore une fois, Guillaume Bigot, sont des actions citoyennes. Si lancées, alors dans ce cas-là, pourquoi la famille de Naël n'est pas classée pour personnalité politique? Ils ont lancé une cagnotte pour eux-mêmes, pour se soutenir eux-mêmes. Il y avait des tas de gens qui ont participé à cette cagnotte. Il y a même des gens qui en ont fait la promotion. Quand Mbappé fait la promotion de ça, c'est une personnalité politique. Je peux vous poser une question? Si les gens qui soutenaient la famille de Naël tenaient chronique politique dans une émission, il faudrait les décompter ou pas au titre du pluralisme? Rassurez-vous, il y en a des milliers qui le font pour eux, hein, et ils ne sont pas décomptés. Entendu. Il y a énormément de journalistes et de chroniqueurs qui ont pris fait et cause pour la famille de Naël, qui ont même minimisé le profil du jeune Naël en parlant d'un petit ange, un ange blanc parti trop tôt. Excusez-moi, ça veut dire faire de la politique et soutenir aussi et appeler au soutien de la cagnotte. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un système hémiplégique qui s'acharne contre tout ce qui n'est pas dans son idéologie dominante et qui, par contre, fait preuve d'une commisération déconcertante pour les pires actions politiques, alors, pour le coup, oui, qui peuvent être faites, mais au nom de l'idéologie dominante. Mais ça, c'est votre interprétation, et encore une fois, je pense qu'on peut dire des tas de choses de l'Arcom, qui est une institution comme toutes les institutions critiquables, mais pas qu'elle encourage le progressisme gauchiste. Comment vous appelez une organisation... Naël et l'Arcom, ça n'a pas de rapport. Comment vous appelez une réunion organisée par le président de l'Arcom en 2022 sur le racisme systémique et les violences policières, avec une intervenante qui est soi-disant prof à Sciences Po et qui a fricoté avec l'islamisme? Mais c'est pas l'Arcom elle-même. C'est l'Arcom elle-même, c'est un séminaire qui a lieu au sein de l'Arcom, béni par le président de l'Arcom. Donc l'idéologie de l'Arcom à travers ce genre d'initiative pourquoi ils se classent pas eux-mêmes du coup personnalité politique? Alors ils ont le droit d'avoir, j'imagine, y compris les membres de l'Arcom, des opinions ou des préférences. Ouais. Alors à condition qu'ils organisent quelques semaines ou quelques mois après un séminaire identitaire, par exemple, sur la lutte contre l'immigration. Ils l'ont fait? Non. Donc c'est unilatéral leur idéologie en fait. Je ne sais pas si leur idéologie est unilatérale. Je sais en tout cas qu'ils ont un cahier des charges qui leur est imposé par le Parlement, par les lois et par l'État, par le règlement. C'est pas un cahier des charges, c'est un cahier de décharge gauchiste qui fait qu'on va s'acharner sur les personnalités qui posent problème et qui ont une voix dont ils estiment qu'elle peut réveiller les Français de leur sédation identitaire profonde et continue. Alors là, haro sur ces personnes-là, parce qu'il faut surtout ne pas débrancher la tuyauterie mortifère qui est branchée sur le corps national français pour provoquer sa mort. En revanche, tout ce qui va dans le sens de la sédation identitaire profonde et continue, là, c'est non seulement pas sanctionné, mais c'est favorisé. Bon, en tout cas, on aura bien compris une chose. D'abord, merci d'avoir répondu à cette invitation. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, ainsi que votre association Vivre Français sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a compris, vous avez décompté en tout cas, là, juste un petit point sur l'Arcom. Attendez, Monsieur Mestre, si vous avez tenu votre chronomètre, c'est moi qui fais le décompte. Donc, en l'occurrence, merci à vous. On a bien compris qu'on vous fera pas taire en 2024, et on a bien compris aussi qu'il s'agissait pas d'une censure, mais simplement d'un décompte, et le débat est ouvert. Merci infiniment. C'est une censure. J'ose à peine vous remercier parce que ça va être décompté du montant de parole.